Bonjour tout le monde, bonjour chère présence. Au nom des laboratoires Cooper Pharma, on vous remercie de votre présence massive à notre deuxième cycle de ce web conférence sur le risque cardiovasculaire. On remercie l'association MG Maroc et ses membres de nous avoir permis de se réunir autour d'une thématique très riche et très intéressante qui est le risque cardiovasculaire. On remercie aussi nos chers et éminents orateurs, professeur L'Alami, professeur Al-Ghadbi et en particulier professeur Ben Amal qui va nous parler aujourd'hui sur le risque cardiovasculaire vu par le néphrologue. À vous la parole, professeur Ben Amal. Merci. Merci, Madame Anjri. À mon tour, je remercie d'abord MG Maroc et ses membres de m'avoir convié à cette réunion et à ce webinaire ou à ce thème. Je remercie aussi les laboratoires Cooper qui nous ont permis donc de réaliser ces webinaires à travers donc les 3 spécialités cœur, diabète et rein, donc qu'on appelait avant CDR. Et donc je crois que on peut commencer, c'est ça? Est-ce que je peux commencer? Bonsoir. Bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, alors et bienvenue tout le monde. Je suis Dr Hindel Kamch, membre du bureau de MG Junior. On enchaîne notre deuxième webinaire risque cardiovasculaire en point de vue du néphrologue. Cet événement est sponsorisé par Cooper Pharma. Bien sûr, en fur et à mesure, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et à ce stade, je voudrais vous présenter professeur Lubna Ben Amal, professeur en néphrologie au service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale au service de CHU Avicenne, qui va nous éclaircir la relation entre le risque cardiovasculaire et les reins. Donc, à vous la parole, Madame Ben Amal, et on commence notre webinaire. Merci, Madame Kemch. Donc, je vais essayer de partager ma présentation avec vous et avec tous les participants que je leur souhaite un bon suivi. Voilà. Donc, voilà, mon intitulé, c'est le risque, excusez-moi. Alors, mon intitulé, ça serait le risque cardiovasculaire, le point de vue du néphrologue. Alors, vous savez qu'entre la cardiologie, entre la néphrologie, il y a même un syndrome qui s'appelle le syndrome cardio-rénal. Mais ce n'est pas l'objectif de notre thématique ce soir. Notre thématique ce soir n'est que la continuité de ce qui a été déjà dit par le professeur Alami la semaine dernière sur donc, le risque cardiovasculaire perçu par le patient lui-même. Alors, avant de commencer, donc, je vais un petit peu vous parler de ce que c'est que la maladie rénale chronique. Donc, j'ai insisté sur cette définition donc, pour vous présenter comment se présente la maladie rénale, surtout la maladie rénale chronique qui pose problème. Alors, c'est quoi? D'abord, c'est la durée qui est très importante. On parle d'une maladie rénale chronique quand ça dépasse 3 mois. Il peut s'agir soit d'une insuffisance rénale définie par un DFG moins de 60, avec ou sans une hématurie ou protéinurie. On parle de quelqu'un qui porte une maladie rénale, ça peut être soit une insuffisance rénale ou tout simplement un patient qui a une hématurie chronique ou une protéinurie chronique pour une pathologie X qui peut être généralisée comme le diabète, comme le lupus ou qui peut être en rapport avec une maladie glomérulaire directement. Donc ça, c'est le concept d'une maladie rénale chronique. La particularité de cette maladie rénale chronique, c'est qu'elle est asymptomatique. Donc, pratiquement toutes les pathologies rénales chroniques sont asymptomatiques,
sauf bien sûr certaines pathologies dont la lithiase, mais qui n'est pas toujours symptomatique. Il y a des maladies lithiasiques qui sont asymptomatiques, qui ne se manifestent pas par donc, la fameuse colique néphrétique. Donc, maladie rénale chronique, elle est asymptomatique. Heureusement, je dirais, elle n'est pas fatale parce que la semaine dernière, on a vu que les maladies cardiovasculaires étaient asymptomatiques, ils étaient fatales. Un infarctus de myocarde, il est asymptomatique et peut aboutir à la mort d'une façon brutale. Là, heureusement, elle n'est pas fatale parce qu'on peut la traiter et la suppléer. Les reins, s'ils sont là, donc c'est pour, comme on dit, pomper le sang vers le rein, et s'ils sont défaillants, on peut les suppléer par autre chose. Donc, c'est une maladie asymptomatique, mais non fatale. Aussi, donc, je vous rappelle, je vous ai parlé de ce que c'est que la maladie rénale chronique. Je vous ai donc parlé de sa symptomatologie, qui est pratiquement asymptomatique. Je vais parler des étiologies de cette maladie rénale chronique. Alors, il faut savoir que le 2/3 des maladies rénales chroniques, c'est-à-dire l'étiologie de cette maladie rénale chronique, c'est pratiquement les 2/3, le diabète et l'hypertension artérielle. C'est les principales causes d'une maladie rénale chronique. Après, ça vient la lithiase et les autres donc maladies rénales. Alors, et on a vu la semaine dernière que c'était les principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, les étiologies d'une maladie rénale, c'est le diabète et l'HTA qui représentent les principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Et M. Al-Alami nous a appris la semaine dernière que c'est quoi un risque cardiovasculaire? C'est un ensemble de paramètres qui vont augmenter le développement de maladies coronaires, cardiovasculaires, commençant par la plaque d'athérome. Donc, la plaque d'athérome, c'est l'embryon ou c'est la cause de tous ces événements. Et donc, cette plaque au niveau du cœur va entraîner donc l'atteinte cardiologique coronarienne. Au niveau cérébral, c'est les accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient hémorragiques ou ischémiques. Et enfin, l'artériopathie oblitérante. Mais aussi, ça peut atteindre le rein. Pourquoi? Parce que le rein n'est qu'un ensemble de vaisseaux. Et ces vaisseaux, quand il existe à leur niveau une anomalie, ça reflète une anomalie ailleurs. Donc, si j'ai une athérosclérose au niveau coronaire, ça sous-entend déjà qu'elle existe au niveau donc rénal. Et par conséquent, c'est soit le rein, c'est soit une complication d'une manifestation ailleurs, ou bien c'est lui la cause des autres, donc atteinte vasculaire. Donc, j'insiste que le rein, c'est un peu le temps vasculaire, et quand j'ai une maladie vasculaire, une maladie endothéliale qui touche l'organisme ou là le cœur, ça va toucher systématiquement le rein. Sauf que le rein, lui aussi, il est asymptomatique. Et bon, c'est un organe qu'on néglige à côté du cœur et aux côtés des autres organes. Bon, c'est comme ça. Et heureusement, parce que même la fréquence des pathologies rénales, elle n'est pas très fréquente, puisque la maladie rénale chronique, dans toute pathologie confondue, elle ne représente que 5% de toutes les pathologies. Alors aussi, il faut savoir que si j'ai une maladie rénale chronique, que dans 45% des cas, pratiquement la moitié des cas, des patients qui ont une insuffisance rénale, ils ne vont pas mourir par le rein, mais ils vont mourir par une complication cardiovasculaire avant d'atteindre le stade de suppléance, c'est-à-dire on ne meurt pas par le rein et on meurt par le cœur. Et déjà, donc les différentes donc, études, ils ont bien corrélé la mortalité cardiovasculaire ou le risque cardiovasculaire avec les différents stades de la maladie rénale chronique. Déjà, donc, quand on est à un stade 1, il n'y a pas le risque qui dépend surtout de la protéinurie. Le stade 2 ou 3 de début d'insuffisance rénale, le risque de développer un événement cardiovasculaire, il est multiplié par 2 ou 4. Et un stade d'insuffisance rénale, le risque d'une atteinte cardiovasculaire, il est pratiquement de 100%. Quand le patient il est au stade terminal, ça veut dire quoi? Quand j'ai un patient en insuffisance rénale chronique, donc le risque d'une atteinte cardiovasculaire elle est pratiquement là. Et c'est vrai que majoritairement, les patients ils sont à un stade donc, de maladie cardiaque. Alors, le risque il est exponentiel, c'est-à-dire plus on avance dans la maladie rénale chronique, plus le risque d'atteinte cardiovasculaire augmente de façon exponentielle, pour dire à la fin que le rein ne tue pas, mais c'est le cœur qui tue. Alors, une autre donc, étude qui a bien démontré cette corrélation, que ce soit
un patient avec une insuffisance rénale ou avec juste une excrétion urinaire d'albumine positive. Alors, les patients avec une insuffisance rénale, nous avons remarqué du stade 1 au stade 5. Ce qui est en bleu, c'est le risque de mortalité cardiovasculaire, toutes causes confondues. Nous remarquons que plus le stade de l'insuffisance rénale est avancé, c'est-à-dire plus que la fonction rénale s'aggrave ou la créatinine augmente ou que le DFG diminue, le risque de mortalité par atteinte cardiovasculaire dépasse les 50%. Donc, plus que la moitié des malades vont mourir à cause d'une atteinte cardiovasculaire, mais pas du rein. Aussi, si j'ai une fonction rénale normale, mais j'ai une protéinurie à différents stades, c'est-à-dire de la micro jusqu'à une protéinurie massive, nous voyons voir aussi que le risque de mortalité cardiovasculaire augmente et qu'avec une protéinurie massive, pratiquement, donc la moitié des patients vont mourir par une atteinte cardiovasculaire. Ça, c'est pour montrer que le rein n'est que le reflet d'une atteinte vasculaire autre que le cœur lui-même. C'est-à-dire, si j'ai des risques cardiovasculaires comme qu'il l'a bien expliqué M. Al-Alami la semaine dernière, c'est le rein aussi, c'est un signal d'alarme qui dit que, attention, il y a un risque élevé quand le rein est atteint. Alors, la semaine dernière, j'ai screené cette diapo parce qu'elle m'a plu beaucoup, disant que pour le cancer du sein en particulier, donc on peut le dépister. On peut le dépister par des examens radiologiques à partir d'un certain âge, à partir de certains critères cliniques. Alors que la maladie coronaire, on ne peut pas la screener parce qu'elle est asymptomatique et je ne peux pas, par exemple, aller dépister par une échographie. Bon, il se peut qu'elle soit normale. Je ne peux pas aller dépister par un ECG. C'est ce que j'ai compris d'après le professeur Al-Alami. Et dans ce cas-là, comment on peut dépister le rein? Si le cœur, on ne peut pas le dépister, comment on peut dépister le rein? Alors, je reviens à dire que la maladie coronarienne, on ne peut pas la dépister, mais on peut faire un scoring qui nous reflète qu'on est à haut risque ou là à bas risque cardiovasculaire. Au niveau rénal, comment on peut dépister une maladie rénale chronique? On a dit qu'elle est asymptomatique. Mais elle est asymptomatique, heureusement, on peut la dépister par certains paramètres biologiques que sont le dépistage de l'albuminurie au niveau des urines, ne serait-ce qu'avec une bandette urinaire qui coûte vraiment pas cher et c'est 1 dirham et on la trempe dans les urines des patients pour savoir est-ce que le patient a une protéinurie ou pas, encore mieux, est-ce qu'il a une hématurie ou pas, encore mieux, cette bandette urinaire, je la trouve fascinante puisque c'est comme une baguette magique, elle peut nous dire même si le patient il est diabétique, s'il y a une glucosurie, s'il est en décompensation, s'il y a de l'acétone, donc c'est une bandelette qui peut nous ramener beaucoup de renseignements cliniques pour autant aller au laboratoire. Et en l'occurrence, on peut dépister une pathologie rénale par cette bandelette urinaire. Aussi, on peut dépister la maladie rénale chronique quand la bandelette est négative par un dosage de la créatinine qui va nous dire où il est le débit de filtration glomérulaire, où elle est la fonctionnalité du rein. Est-ce qu'il filtre bien? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est donc fonctionnel? Et puis, à travers ce dépistage qui est très bien dans une maladie qui est asymptomatique, ça nous permet d'agir avec des médicaments qui vont nous permettre non pas d'arrêter, non pas de guérir, mais au moins d'arrêter la progression d'une maladie. Peut-être l'arrêter la progression d'une manière définitive, c'est-à-dire je ne vais pas guérir mon malade, mais je vais l'arrêter à un stade 3 ou 4 de sa maladie rénale chronique et c'est un gain, puisqu'on va éviter, au patient d'arriver à la dialyse, qui est un traitement très contraignant pour le patient et pour l'État parce qu'il coûte cher. Et deuxièmement, ça va donc même, on va le voir au fur et à mesure, d'arrêter les différentes évolutions des autres facteurs de risque, notamment cardiovasculaires. Ce dépistage va nous permettre d'agir par des médicaments, mais aussi par des moyens d'hygiène diététique. Tout ceci pour donc améliorer la mortalité cardiovasculaire, surtout cardiovasculaire, parce que j'ai bien dit qu'on ne va pas mourir par notre rein, mais on va limiter donc les facteurs de risque cardiovasculaire et agir sur ces à différents niveaux. Donc, et sur ce, je vais continuer ma présentation en partageant avec vous un cas clinique très pratique de ce qu'on rencontre tous les jours. Tous les jours, on a ce type de patient, pratiquement majoritairement, comme je voulais bien démontrer au départ que là, les 2 tiers de l'étiologie de la maladie rénale chronique
c'est soit des diabétiques, soit des hypertendus. Alors là, c'est un homme de 61 ans, diabétique de type 2 depuis 6 ans, c'est-à-dire diagnostiqué depuis 6 ans, mais on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. Sous metformine 2 grammes par jour, hypertendu depuis 2 ans, sous monothérapie, l'amlodipine 10 mg, et sans suivi, bien sûr, un tabagique chronique, 20 paquets année, et qui se présente en consultation pour une gonalgie gauche depuis 4 mois. Il a mal au niveau du genou. Alors, bien sûr, on va l'examiner. Et il est obèse, avec un tour de taille de 104 cm, une tension artérielle à 15,9 et un genou gauche qui paraît libre, sans signes inflammatoires locaux, mais qui lui fait quand même mal et qu'il n'arrive pas à mobiliser facilement. Donc, en tant que médecin, ce patient, il ne s'est pas présenté chez moi, mais il s'est présenté à son médecin traitant parce qu'il avait mal au niveau du genou. Il ne s'est pas présenté parce qu'il avait une hypertension artérielle ou un diabète, du tout. Il s'est présenté parce qu'il avait mal au genou. Et du coup, donc, son médecin profite, vu qu'il est diabétique hypertendu, il va demander un bilan minimum pour savoir ce qu'il a, ce patient. Donc, il va demander d'abord une hémoglobine glyquée parce qu'il est diabétique, un bilan lipidique, il est obèse, hypertendu, tabagique et c'est un homme. Et il va demander une CRP. Pourquoi une CRP? Parce qu'il est douté pour cette gonalgie entre ce qui est infectieux et ce qui est inflammatoire. Donc, c'est une CRP qui est à 8. Et il s'est dit que c'est un diabétique depuis longtemps, diabétique de type 2, qui n'a pas une exploration rénale. Et il lui a demandé quand même un bilan rénal dans l'urée, la créatinine et la microalbuminurie que vous voyez ci-dessous. Alors, nous interprétons ensemble notre bilan de ce patient qui a été demandé et nous remarquons qu'il a une hémoglobine à 9%, ça veut dire que c'est un diabète déséquilibré, cholestérol à 2,5, LDL et HDL, dyslipidémie, avec des triglycérides à 2,8, donc qui témoigne de plus que le diabète n'est pas bien équilibré, selon mes connaissances. Une CRP à 8, donc comme je vous ai dit, ça ne fait pas infectieux, mais ça fait un fond inflammatoire peut-être, ou en rapport avec sa dyslipidémie, ou avec donc un déséquilibre partout, peut-être même nutritionnel, peut donner ce genre d'inflammation. Alors l'urée, je peux vous assurer que ce n'est pas la peine de demander de l'urée à vos patients. L'urée, on le demande, ce n'est pas pour dépister une maladie rénale chronique, mais c'est en milieu hospitalier, où on peut faire quand il y a des patients qui n'ont pas d'atteinte rénale et pour lesquels on va demander l'urée et la créatinine quand ils sont dans un milieu hospitalisé pour dépister l'insuffisance rénale aiguë. Mais pour ce genre de pathologie générale, notamment le diabète, on va demander que la créatinémie. Ce n'est pas la peine de demander l'urée dorénavant. Et après, la créatinémie toute seule ne peut pas être interprétée. Il faut un DFG, le débit de filtration glomérulaire, qu'on peut calculer grâce à nos tablettes par le MDRD ou le CKEPI. En tout cas, il y a des applications qu'on peut installer au niveau de nos téléphones pour pouvoir calculer le DFG qui est le plus important. Parce que c'est en fonction du DFG, débit de filtration glomérulaire, qu'on peut savoir le fonctionnement de notre rein. Enfin, la microalbuminurie, elle est très importante. Elle est à 250 mg par jour, donc elle est positive. Il ne suffit pas de demander une seule, il faut au moins 2 à 1 mois ou 3 mois d'intervalle. Mais c'est très important et elle a beaucoup de signification, cette microalbuminurie. Je peux vous annoncer déjà que dans ce contexte particulier où le DFG est normal, la microalbuminurie, elle a beaucoup d'importance puisqu'elle va nous dire qu'il y a certes une maladie rénale diabétique, mais aussi qu'il y a une vasculopathie, un dysfonctionnement endothélial. L'albumine, on perd l'albumine. Pourquoi? Parce que chez notre patient, il a une pathologie sous-jacente qui peut être diabétique, mais aussi en rapport avec la dyslipidémie et l'athérosclérose, mais aussi avec la néphrongiosclérose. Notre patient, il est hypertendu. Donc, cette microalbuminurie a beaucoup de signification. D'autant plus que ma fonction rénale normale. Mais je ne vais pas dire qu'il y a une microalbuminurie seulement parce que c'est une néphropathie diabétique. Alors, je conclus, donc je fais une synthèse devant mon patient. J'ai dit, bon, il a une HTA mal équilibrée, 15,9 sous traitement, un déséquilibre diabétique comme le montre l'hémoglobine glyquée, une dyslipidémie et un syndrome plutôt inflammatoire que infectieux. Et sur le plan rénal,
Donc, c'est une maladie rénale chronique, sûre, qui peut être d'origine diabétique, mais aussi athérosclérose et aussi néphrongiosclérose, c'est-à-dire en rapport avec l'hypertension artérielle, et que c'est une vasculopathie en fin de compte. Ce patient sans atteinte rénale rentre dans le cadre d'une vasculopathie avec une dysfonction endothéliale secondaire à l'athérosclérose, je répète, au diabète et à l'HTA. Alors, donc je vous ai présenté mon patient qui s'est présenté, je vous le répète, que pour des gonalgies. Le rein, il a une microalbuminurie, il est asymptomatique, il ne se plaint de rien. Son diabète, bon, il est déséquilibré, le patient ne se plaint de rien. Et son HTA n'est pas équilibré non plus, il se plaint de rien. Par contre, pour nous, c'est une bombe, comme dit professeur Alami, il a tout ce qu'il faut pour être à haut risque. Alors, juste ça pour récapituler, c'est-à-dire on est dans un cercle vicieux où le diabète va entraîner l'HTA et il entraîne le risque, augmentation d'un risque de l'insuffisance rénale chronique avec un risque accru de cardiovasculaire, une mortalité élevée. Donc, on est dans un tourbillon, dans un cercle vicieux, méchant, qui est le diabète, l'HTA, le rein et l'hypertension artérielle. Alors, je vous rappelle que dans les différentes représentations des facteurs de risque cardiovasculaire, nous allons voir tous les facteurs de risque, en particulier chez notre patient. Il a donc, c'est un sexe masculin, c'est un facteur de risque, plus de 60 ans, âgé. Il est obèse, il a une hypertension artérielle, il est diabétique, il a une hypercholestérolémie, il est tabagique. Mais on ne voit pas le principal facteur de risque qui est le rein. Il faut le faire faire partie de façon intégrante des différents facteurs de risque. Pourquoi? Parce que le malade ne va pas venir vous dire que je suis âgé, que je suis masculin, que je suis tabagique. C'est à nous, médecins, d'aller le dépister et le chercher pour voir le niveau de risque de notre patient. Et donc, dans les différentes tablettes, vous allez trouver tout. Le diabète, on va le dépister. D'accord? Et le rein aussi, on doit le dépister. Et c'est généralement des pathologies qui sont donc enchevêtrées entre elles-mêmes. Alors, donc si je reviens en tant que néphrologue à mon malade et avec sa maladie rénale, et si je la classe selon les différents stades de la maladie rénale diabétique, il est un stade 3. Ça veut dire c'est une microalbuminurie avec une pression artérielle normale haute. Je peux dire qu'elle est hypertendue. Donc déjà, il n'est pas au début de sa maladie, il est à un stade avancé. Et donc, selon les différentes classifications, le risque, quand j'ai un diabétique avec une maladie rénale, le risque, il est élevé dès le départ. Donc, le risque cardiovasculaire, il est là. Et si je prends maladie rénale, selon nous, donc les néphrologues, maladie rénale et risque cardiovasculaire, je peux classer mon patient à un risque qui est de 15 à 25%. Il a juste une microalbuminurie, donc il est là. Et donc, si je veux, donc c'est le jaune, et si je vais vers le jaune, c'est un risque de 15 à 20% de risque de mortalité cardiovasculaire. Ce n'est même pas de morbidité, mais de mortalité cardiovasculaire, rien qu'avec une protéinurie. Donc, c'est un haut risque cardiovasculaire. Et si je prends le scoring que nous a appris M. le LMI, je vais voir où il est mon patient. Il est là. Donc, c'est un homme, voilà. Il est fumeur. Il a une hypertension artérielle. Il est âgé de 61 ans. Donc, il est là avec un cholestérol donc, qui 5, c'est ce qui lui fait 2,5. Donc, c'est un haut risque cardiovasculaire. Et je peux vous dire que sans calculer son scoring, parce que c'est un patient qui a tout pour être scoré. J'ai pas besoin, il a tous les facteurs pour être scoré. Donc, il a d'abord l'atteinte cardiovasculaire qui le classe ici comme un haut risque cardiovasculaire. Voilà, il est là. C'est un patient qui a un diabète et qui a une insuffisance. Bon, il n'a pas une insuffisance rénale, mais il a déjà un diabète avec un taux de lipides qui est élevé, une pression artérielle qui est élevée. Alors, je reviens à mon malade. Le malade, je le répète, il est là. Ce n'est pas parce qu'il était diabétique ou hypertendu, ça ne le dérangeait pas, mais parce qu'il a une gonalgie. Donc, Anna, devant mon patient, qu'est-ce que je dois faire à votre avis? À votre avis, je pose une question. Qu'est-ce que je fais? Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Comme ça, à la fin,
Soit on peut répondre s'il y a une intervention de quelqu'un, soit à la fin, je vais pouvoir vous répondre sur ce que je dis maintenant. Alors, il a une chronagie, mais tout ne va pas bien. Le diabète ne va pas bien, l'hypertension n'est pas contrôlée, il reste tabagique, il est obèse avec dyslipidémie et il a une maladie rénale chronique qu'il ne connaît même pas qu'il a aussi le rein qu'il est atteint. Il sait qu'il a un diabète et une HTA, il prend ses médicaments et tout va bien. Il se présente pour une gonagie. Pour moi, l'urgence, c'est quoi? Ce n'est pas le diabète et l'HTA. Je peux vous assurer que ce n'est pas ça parce que le patient n'est pas venu pour ça. C'est soulager son genou d'abord. Alors, je vais soulager la douleur parce que c'est le motif de consultation. Avec quoi? Voilà la question qui se pose. J'ai toutes les comorbidités chez ce patient et il a mal. Je vais le soulager par du paracétamol ou par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, je peux déjà vous répondre. Je préfère le paracétamol aux AINES chez ce genre de patient. Pourquoi? Parce que les AINES augmentent le risque cardiovasculaire en inhibant la prostaglandine et donc favorisent une surcharge volémique qui augmente l'hypertension artérielle et aussi il dérègle l'hémodynamique rénale dans ce cas-là. Et aussi, donc, comme j'ai dit, il peut entraîner une insuffisance rénale, d'autant plus si le patient il passe par un moment de déshydratation ou de vomissement. Donc, l'hémodynamique rénale va se dérégler avec cette AINES et provoquer une insuffisance rénale aiguë qui peut donc passer inaperçue, parce qu'on ne va pas demander un bilan chez ce patient, et peut donc entraîner une insuffisance rénale qui, au départ, est aiguë, puis elle devient chronique. C'est pour ça, si avec le paracétamol, ça se passe bien, très bien. Sinon, on peut donner les AINES, mais toujours donner des doses minimales et la courte durée. Et insister sur le patient sur la courte durée. Pourquoi? Parce que c'est un patient qui va donc dire que c'est bon, c'est des médicaments miracles, je me suis senti bien, il va les prendre au fur et à mesure, il va donner une autre maladie rénale qui est toxique en rapport avec les médicaments. Donc voilà ce qui revient à la iatrogénicité et ce qui revient à la maladie et aux vaisseaux eux-mêmes. Alors, comment inculquer ça au patient? Donc, je vais le soulager, mais en même temps, je dois l'éduquer et je dois l'informer sur ce qu'il a. Il a d'abord des facteurs de risque très lourds. Il est à haut risque vasculaire. Donc, je dois l'informer et lui expliquer et lui montrer son scoring dont on n'a pas besoin de le chiffrer puisqu'il a tous les facteurs ici. Et lui dire qu'avec ça, vous pouvez avoir un infarctus de myocarde, un AVC pour qu'il soit conscient de ce qu'il a. Je dois le former sur sa maladie rénale chronique, lui expliquer que le rein, vous n'allez rien sentir, mais votre rein est en train de se bousiller par tout ce que vous avez, par le diabète, par l'hypertension artérielle, mais aussi par l'obésité, par le tabac, par la dyslipidémie, et que cette maladie rénale chronique maintenant, elle évolue à bas bruit jusqu'à ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique terminale et la dialyse. Il faut l'informer sur ça. Il ne connaît pas ça, le patient. Il faut leur montrer ça et leur inculquer ça. Ils comprennent, même s'ils ne sont pas instruits, même s'ils connaissent, s'ils sont analphabètes. Donc, il y a des diaporamas avec lesquels on explique ça. Alors, je peux donc vous rajouter que l'éducation thérapeutique, c'est difficile de la faire dans une consultation parce que ça demande beaucoup de temps. Déjà, une consultation sans éducation pour un diabétique hypertendu, ça prend minimum entre 15 et 20 minutes. Alors, si je dois l'éduquer et l'informer, le former sur toutes ces pathologies, ça doit prendre du temps. Et c'est pour ça que je vais vous inviter. Nous, en tout cas, à l'hôpital, on fait de l'éducation thérapeutique pour les patients, pour les grandes pathologies, tous les patients qui ont un diabète avec une atteinte rénale et tous les patients qui ont une insuffisance rénale à différents stades, on l'éduque sur leur pathologie. Tout ça pourquoi? On ne va pas les guérir, mais au moins arrêter la progression et informer le patient sur quelque chose qu'il ne sent pas, qu'il ne la sent pas. Alors, tout ça ne peut se voir que grâce à l'éducation thérapeutique qui se fait de façon collective. On ne peut pas la faire à une consultation. C'est difficile, d'autant plus, donc, ni au niveau de l'hôpital parce qu'on a beaucoup de consultations, mais aussi au niveau privé, ce n'est pas évident de faire ça parce que ça demande beaucoup de temps. Alors, on va dire l'éducation thérapeutique, informer les patients sur les facteurs de risque cardiovasculaire, les former ce que c'est
leur donner une formation sur la maladie rénale chronique et leur évolution, et bien sûr insister sur les mesures hygiéno-diététiques. Je peux vous assurer que demander à quelqu'un au cours d'une consultation de baisser le sel, de réduire le poids, de faire de l'exercice, d'arrêter le tabac, c'est facile à réciter. Mais pour le faire comprendre aux patients, c'est très difficile. Et c'est pour ça que je rejoins et je répète et je vous dis qu'il faut de l'éducation thérapeutique sous forme d'un enseignement, d'une formation, je ne sais pas, collective pour ces patients. D'ailleurs, les différentes études montrent bel et bien que l'évolution d'un diabète ou d'une hypertension artérielle qui est déséquilibrée vers les différentes maladies, c'est la non-observance du traitement en premier. Parce que les patients ne comprennent. Quand ils prennent des médicaments pour une HTA, ils ne sentent rien, ils disent c'est pas la peine, je peux arrêter un jour ou deux, je peux arrêter un mois, le diabète aussi. Et c'est comme ça comment on génère, donc on augmente plutôt le risque. Le risque, il est là, mais on ne génère pas le risque, mais on augmente le risque d'évolution vers des pathologies fatales chez ces patients. Donc j'insiste sur l'éducation thérapeutique et il faut qu'on trouve le moyen d'éduquer nos patients pour qu'ils s'imprègnent de leur maladie et nous aident dans le traitement de leur maladie. Alors, donc, l'éducation thérapeutique, on n'en parle plus. Il faut que le patient soit informé, formé sur toutes les pathologies qu'il a parce qu'il ne les sent pas. Vous avez dit l'autre jour que le cœur il est asymptomatique, donc il faut l'informer, pas sur le scoring, mais sur l'évolution. Il faut l'informer sur sa maladie rénale chronique parce qu'il ne la sent pas, mais au moins il a des chiffres de créatine, de protéinurie qu'il va comprendre, qui vont augmenter. Donc, il y a une pathologie sous-jacente. Après, donc, l'éducation thérapeutique et inculquer certaines règles aux patients, passer à la médication ou à l'action thérapeutique proprement dit. Donc, il faut contrôler la tension artérielle. Donc, au milieu néphrologique, donc je vais parler, je ne vais pas parler de tout hypertendu venant, mais je vais parler du patient hypertendu, en l'occurrence, dans un milieu néphrologique, c'est-à-dire il a donc un signe rénal et puis qui a en plus le diabète. Alors, je vais le classer ici. Mon patient, c'est un patient qui a une protéinurie modérée. Elle est entre 150 et 500. Donc, il est diabétique. Donc, la cible de ma tension artérielle, c'est moins de 130/80. Ça, c'est les recommandations européennes. Je vais vous montrer les recommandations américaines. Donc, un patient diabétique, hypertendu, avec une maladie rénale chronique, la cible, c'est moins de 130/80. S'il est jeune, voilà, on peut aller, avec une protéinurie sévère, on peut aller jusqu'à 125/75, mais pas au-delà parce que, bon, comme il a bien dit l'autre jour, professeur Alami, c'est la courbe en J. Il ne faut pas aller vers des tensions très basses ni très hautes, et c'est là où le risque est très élevé. C'est comme le diabète, non pas des hémoglobines glycées très basses et non plus pas très élevées, parce que c'est là où il y a le risque le plus élevé d'éventuelles complications. Alors, que disent les Américains? Alors, les Américains, c'est notre patient, tout âge, diabétique, qui, avec ou sans atteinte rénale, voilà, les cibles de la tension artérielle, c'est moins de 140/90. Ils ne visent pas les 130/180. Donc, les cibles thérapeutiques, c'est-à-dire je traite mon patient, je dois au moins avoir une tension moins que la définition de l'OMS qui est 140/90. Alors, rappelez-vous, mon patient, il avait 15,9, c'est-à-dire il n'était pas dans les cibles, ni systolique, ni diastolique, alors qu'il était sous une thérapeutique qui est l'amlodipine. Alors, après, donc, mon patient, il est là, donc il a un diabète, il a une maladie rénale, donc je dois initier son traitement par un bloqueur du système rénine-angiotensine, seul ou combiné avec un autre. Et ce qu'on va favoriser, c'est les diurétiques thiazidiques. Et qui, selon les Américains, je vais juste dire ça entre parenthèses, les thiazidiques diurétiques ne sont pas contre-indiqués chez les Américains, quel que soit le stade d'insuffisance rénale chronique. Parce que nous a appris qu'à partir d'un DFG de moins de 30 ml par minute, on doit donc arrêter les thiazidiques et mettre les diurétiques de Lens. Oui, on n'arrête pas les thiazidiques, mais on peut rajouter le diurétique de Lens quand le patient il a des œdèmes, il a une hypervolémie. Parce que les thiazidiques gardent quand même leur action, ne serait-ce que la vasodilatation qu'il a sur les vaisseaux. En plus, ce n'est pas
des diurétiques, mais c'est des natriurétiques. Donc, malgré le degré d'insuffisance rénale, ils gardent quand même leur efficacité à éliminer le sodium. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que là, il existe des médicaments, majoritairement les médicaments maintenant, les bloqueurs du système, ils sont associés à un diurétique. Et quand le patient arrive chez nous à un stade d'insuffisance rénale, on se dit, bon, ben, le diurétique, le thiazidique n'a plus de place, on l'arrête et on le change avec un Lasix. Non, je garde mon médicament, surtout qu'il y a une combinaison fixe, et j'ajoute le Lasix. Donc voilà, la tension artérielle chez le diabétique avec une maladie rénale chronique, pour atteindre mes cibles thérapeutiques, je dois commencer par un bloqueur du système rénine-angiotensine avec ou un diurétique. Mais d'emblée, je peux vous assurer que dans notre pratique courante, on fait une bithérapie fixe d'emblée pour nos patients et on les évalue au fur et à mesure. Bien sûr, après une éducation thérapeutique. Alors, deuxièmement, je dois contrôler sa tension artérielle et je dois aussi envoyer mon patient chez le diabétologue. Mais avant, donc, où je peux au moins faire des petites choses si j'arrive. S'il est à un stade avancé, je dois au moins arrêter certains médicaments qui sont donc néphrotoxiques ou qui sont donc contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. La cible, donc, je ne vais pas parler de ça puisque monsieur professeur Gharbi, la semaine prochaine, va parler de tout ça, mais il faut une cible d'une hémoglobine glyquée aux alentours de 7, 7,5. Il ne faut pas aller plus bas que ça, ni plus haut que ça, parce que je peux vous assurer que le patient ne va pas mourir de son hyperglycémie, en tout cas, mais peut-être il va mourir d'une hypoglycémie avec complications cardiovasculaires. Alors, je vais parler quand même des médicaments parce que là, comme je vous dis, le rein est asymptomatique. Des fois, le patient ne fait pas son bilan, donc on ne sait pas quel niveau d'insuffisance rénale. Et s'il prend certains médicaments qui sont donc contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale, ça peut entraîner des effets secondaires qui peuvent être, dans ce cas-là, mortels. Et donc, il n'y a pas que le risque cardiovasculaire qui tue, mais il y a la iatrogénicité encore, dont il faut faire très attention et expliquer ça aux patients. Donc là, j'ai un tableau que je vous ai projeté. Il y a certains médicaments qu'on arrête à partir d'une clairance. Donc, bien sûr, l'adaptation thérapeutique des ADO, c'est en fonction de la clairance de la créatinine. Et là, vous voyez tout ce qui est vert, c'est permis. Et majoritairement, ils sont permis jusqu'à 50 ml, 15 là, manque d'expérience. Là, c'est le gluconorme. Aussi, il y a un médicament qu'on utilise rarement, que j'ai appris auprès des endocrinologues, qui n'est pas contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale, c'est le glurénor. Utilisé beaucoup par les Allemands. Malheureusement, les Européens ne l'utilisent pas, les Français ne l'utilisent pas beaucoup, mais qui a beaucoup d'avantages par rapport à nous en néphrologie, parce que pour switcher le patient à l'insuline, c'est un peu difficile. Déjà, il y a la maladie rénale chronique, l'insuffisance rénale, plusieurs médicaments. Rajouter aussi l'insuline, c'est un peu très difficile. Donc, on peut mettre du glurénor qui est généralement, nous donne satisfaction, nous, en néphrologie, pour éviter donc le passage directement à l'insuline. Parce que quand il y a une insuffisance rénale avancée, il y a pratiquement tous les médicaments qui sont contre-indiqués en dehors de l'insuline et du gluconorme ainsi que le glurénor. Alors ça, c'était juste pour rappeler les ADO et insuffisance rénale. Alors les nouvelles perspectives thérapeutiques, donc il y a des nouvelles thérapeutiques contre le diabète, les complications cardiovasculaires et la maladie rénale chronique. Alors c'est les inhibiteurs des SGLT2. Donc, c'est des antidiabétiques qui ont prouvé qu'ils ont de la prévention cardiovasculaire et de la protection rénale, mais pour l'instant, ils n'ont pas l'AMM pour le cœur et le rein au Maroc, et ça reste toujours un débat par rapport à leur place. Et ils ne sont utilisés que lorsque les autres médicaments ont été donc utilisés et évalués avant de passer à ce genre de médicaments. Et vous avez compris pourquoi, parce que c'est des médicaments qui coûtent cher. Alors, donc, on a traité notre patient, on l'a éduqué d'abord pour le former sur toutes les pathologies qu'elle a et les risques. Nous avons essayé d'équilibrer sa tension artérielle après. Nous avons essayé d'équilibrer son diabète et donc la dyslipidémie. Il faut la corriger systématiquement parce que déjà, on n'a pas besoin de scorer ce patient parce que l'insuffisance rénale est déjà est évalué comme un haut risque cardiovasculaire. Il faut commencer donc la statine qui n'est pas contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale, sauf la rosuvastatine qui est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale. Alors, le débat, c'est que
La dyslipidémie, il faut la traiter surtout pour la prévention cardiovasculaire, mais en aucun cas, on ne traite la dyslipidémie pour la progression rénale. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de plus avec une statine pour la prévention rénale. On ne va pas améliorer ni arrêter la progression de la maladie rénale chronique. Par contre, on va gagner sur donc, la prévention primaire et cardiovasculaire chez ce patient qui est à haut risque cardiovasculaire par une statine. Alors, après avoir contrôlé tous les facteurs de risque donc, qui sont augmentés en cas d'insuffisance rénale chronique, les cibles thérapeutiques, donc, vous avez vu, ils sont similaires aux différentes situations. Il faut penser au tabagisme qu'il faut arrêter chez nos patients parce que ça augmente le risque pas vasculaire, cardiaque, mais aussi rénal. Et donc, la statine n'est pas contre-indiquée. Donc, c'est un récap. Tout ça pourquoi? C'est pour protéger notre patient sur le plan cardiovasculaire, mais aussi on protège le rein. Donc, si on n'avait pas traité le patient, on va voir qu'il va évoluer une progression naturelle, donc en 6 à 8 ans, vers l'insuffisance rénale parce qu'il va perdre 12 ml minutes par an. Donc, si mon patient il a 90 ml par an, s'il n'est pas traité, chaque fois on va enlever le 12, donc en 4 ans, il va se retrouver à 40, puis à 30, et voilà, donc en 10 ans, il peut être arrivé au stade terminal. Par contre, si on fait notre intervention thérapeutique en lutte contre les facteurs de progression et les facteurs de risque cardiovasculaire, on va permettre à notre patient, vous allez voir, on ne guérit pas notre patient parce qu'il va suivre, mais au moins une rémission et un ralentissement de la progression. Et je peux vous dire que je vais éviter, en traitant mon patient, je vais lui éviter donc les morbidités cardiovasculaires parce qu'il est à haut risque cardiovasculaire et je vais lui éviter la progression vers l'insuffisance rénale chronique terminale qui pour nous c'est une hantise aussi bien pour le médecin que pour le malade. Donc, mettre un patient en dialyse, c'est très lourd pour le patient et c'est très lourd pour le médecin et c'est très lourd pour l'État parce que ça coûte très, très cher dans notre contexte. Alors, malheureusement, malgré tout ça, notre patient est perdu de vue et il revient un jour encore avec une douleur thoracique. Alors, je l'examine toujours, une tension à 15-10 cm de mercure, rapide à 100 battements par minute, le poids, il est pratiquement stable. Alors, qu'est-ce que je fais à votre avis? Qu'est-ce que je fais? Je dois commencer par un examen cardiovasculaire, voir où il en est sur le plan cardiologique. Je vous rappelle que mon malade, malgré le degré de sa maladie rénale chronique, il ne va pas avoir une fatalité par le rein, mais par son cœur. Et du coup, donc, je dois me précipiter vers une évaluation cardiovasculaire ou l'envoyer chez le cardiologue. Et à ce moment-là, chez notre patient, on a trouvé un ECG qui était positif, un ST positif et une troponie très élevée. Alors, la stratégie dit que douleur thoracique, c'est une urgence vitale et le cardiologue nous a demandé qu'il faut faire une coronarographie. Faut-il la faire ou il faut attendre? Je vais la faire et je vais injecter peut-être. Mais avant de faire ça, je dois doser la créatinine et évaluer mon débit de filtration glomérulaire, très important en cas d'injection de produits de contraste. C'est vrai que je ne meurs pas par mon rein, je vais mourir par mon cœur, mais je vais soigner mon cœur tout en respectant les normes rénales d'un médicament. Alors voilà un score qui nous permet de scorer l'injection, à chaque injection de produits de contraste, quel est le risque de développer une insuffisance rénale aiguë ou si le patient il a déjà une insuffisance rénale chronique, il peut l'acutiser, l'aggraver et passer à l'insuffisance rénale chronique et la dialyse après injection du produit de contraste. Mais on n'a pas le choix. Sauf, on n'a pas le choix de ne pas injecter. Il faut injecter le patient pour le soulager. Peut-être on va le dilater, peut-être on va sauver son cœur et du coup sauver sa vie. Après le rein, on va s'en occuper. Mais déjà, on peut faire des petites choses qui vont nous permettre d'éviter cette aggravation. Donc, par exemple, notre patient, si on le score, il est diabétique, il est donc hypertendu et il est donc à la fin, il a un score entre 6 et 10, ce qui donc a un risque
de développer une insuffisance rénale ou acutiser l'insuffisance rénale de 14%, avec un risque de dialyse pratiquement de 0,12%. Il y a le risque. Donc, il y a le risque. Comment diminuer le risque? Le risque, il est là. Mais comment le diminuer? C'est qu'avant d'injecter le produit de contraste, c'est faire les mesures de néphroprotection, c'est-à-dire comment? C'est essayer d'avoir un malade en euvolémie, arrêter systématiquement les diurétiques quand on peut, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, voire même autres, les bloqueurs du système, une hydratation, voire par voie intraveineuse chez notre patient quand il est en hypovolémie ou déshydraté. Sinon, s'il est en euvolémie, maintenir une réhydratation par voie orale et privilégier les produits de contraste iso-osmolaire avec un minimum de quantité à injecter pour diminuer le risque. Et après l'injection, il faut savoir recontrôler notre patient, lui demander une créatinine pour savoir est-ce qu'il a aggravé ou pas, pour pouvoir donc mettre des mesures de néphroprotection. Alors, mon patient, il a une créatinine à 25 mg par litre avec un DFG à 28 000. Je l'ai injecté, je l'ai sauvé sur le plan cardiologique, je l'ai dilaté. Maintenant, il a une insuffisance rénale. En tant que néphrologue, je ne dois pas m'arrêter là. Je dois demander à mon patient, quand il sort de l'affaire, il doit revenir pour moi pour l'évaluer sur le plan rénal. Et je peux vous dire qu'il est déjà à un stade 4 selon notre classification de maladie rénale chronique, c'est-à-dire il est au grade 4, c'est une diminution importante du DFG entre 15 et 30, et à ce moment-là, il faut donc dépister les différentes complications de l'insuffisance rénale qui sont d'abord sur le plan hématologique, c'est l'anémie et la carence martiale, et sur le plan phosphocalcique, c'est les perturbations phosphocalciques avec l'hyperpara. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Ça c'est purement néphrologique, mais pour vous dire qu'ajouter à l'insuffisance rénale, ces complications aussi sont des facteurs de risque. Donc voilà, c'est un récap. Donc à côté des facteurs de risque donc, similaires à la population générale, l'hypertension, la dyslipidémie, le sexe et tout, ce qui est propre à l'IRC, c'est l'hypervolémie. C'est des patients qui vont devenir en surcharge, qui ont un produit phosphocalcique qui est élevé, qui ont une anémie, qui ont un stress oxydatif, la protéinurie, tout ça, c'est des facteurs de plus d'augmenter le risque cardiovasculaire. Donc, comment je vais traiter mon patient maintenant en néphrologie avec une insuffisance rénale avancée et des facteurs de risque cardiovasculaire autres que le rein? Toujours insister sur les mesures hygiéno-diététiques. L'éducation est très importante. Plus le patient comprend, plus il adhère à sa pathologie, plus il est observant, plus on va éviter les évolutions fatales que sont aussi bien cardiovasculaires que rénales. La dialyse, pour moi, c'est un traitement très lourd. Pour le patient, il est inacceptable. Et modifier le mode de vie, on ne va pas le changer du jour au lendemain. Alors, je reviens. Pourquoi l'anémie et la carence martiale, c'est un facteur de plus cardiovasculaire? Parce que vous savez que l'anémie, elle va engendrer une insuffisance cardiaque directement ou par le biais de la surcharge ou par l'hypoxie. En tout cas, ça a été démontré que l'anémie, c'est un facteur de risque d'insuffisance cardiaque, quelle que soit l'étiologie, avec ou sans insuffisance rénale, et que la correction de cette anémie peut se faire donc en milieu néphrologique par de l'érythropoïétine. Il faut corriger aussi la carence martiale. Vous savez que la carence en fer, c'est un facteur aussi de risque d'insuffisance cardiaque et que maintenant, des patients, on va les traiter par du fer injectable ou du fer oral, même s'ils n'ont pas une anémie juste à cause de leur carence en fer. Alors, les anomalies du métabolisme. Donc, il faut corriger l'anémie parce qu'indépendamment de la maladie rénale, c'est un facteur de risque d'insuffisance cardiaque. Anomalie du métabolisme phosphocalcique. Il faut savoir que le déséquilibre du métabolisme phosphocalcique va engendrer une cardiotoxicité par le biais de l'hyperparathyroïdie, il va interférer avec la contractilité cardiaque et il va influencer également la fréquence cardiaque dans le sens de la tachycardie. Et c'est pour ça qu'il faut corriger toutes ces anomalies phosphocalciques pour éviter, par exemple, l'hyperphosphorémie qui est un facteur de risque de calcification vasculaire. Voilà, on rajoute encore d'autres facteurs, c'est les calcifications vasculaires valvulaires qui vont donc augmenter le risque cardiovasculaire. La carence en vitamine D, donc maintenant c'est prouvé qu'en matière de progression rénale, elle améliore donc les différentes perturbations du métabolisme phosphocalcique.
mais aussi au niveau cardiologique. Pas loin aujourd'hui, en pratique chez les patients Covid, c'est systématiquement, on va donner de la vitamine D. Elle a trouvé une amélioration sur la dysfonction endothéliale de ces patients qui ont donc une maladie infectieuse, mais qui passe par une atteinte vasculaire. Donc, corriger la vitamine D est très importante pour le rein, mais aussi pour les complications cardiovasculaires. Ça, c'est pour notre patient qui, je vous ai montré, qu'on a commencé avec un diabétique hypertendu, avec une protéinurie, puis l'insuffisance rénale, puis donc il a développé les différents facteurs de risque. On va rajouter les facteurs iatrogènes, que sont le produit de contraste, que sont les ANS et tout ça. Donc tout ça, ça augmente le risque cardiovasculaire chez nos patients. Maintenant, il y a ce fameux patient en néphrologie, mais il y a aussi les autres pathologies qui ne sont pas fréquentes, certes, mais qui sont là, qui sont les différentes glomérulopathies, soit isolées, soit secondaires à d'autres maladies auto-immunes. Et ces maladies, donc, ils sont à haut risque cardiovasculaire par le fait qu'ils sont des maladies auto-immunes, mais aussi par le traitement éthiopathogénique qu'on leur donne, la corticothérapie. La corticothérapie augmente le risque cardiovasculaire, l'athérosclérose, le diabète. Donc, rien qu'un médicament qui va soulager une maladie va augmenter le risque d'une maladie cardiaque. Alors, pour dire que quand le malade présente, quel qu'il soit son étiologie, quand il commence à présenter une maladie rénale, on doit collaborer ensemble et c'est une pathologie qui va relever de plusieurs médecins. Quand le patient il a une insuffisance rénale, on ne sait pas, mais il va aller s'il est diabétique, hypertendu, il va aller chez son médecin généraliste. On doit collaborer ensemble quand la fonction rénale est entre 30 et 45. Quand c'est entre 30 et 15, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc, on ne va pas s'arrêter entre le médecin traitant et le néphrologue, mais il faut faire un cardiologue, le vasculaire, les gastro, peut-être entérologues, les hépatologues. C'est une prise en charge multiprofessionnelle. S'il est diabétique, il y a les endocrinologues qui sont tout le temps avec nous. Et puis, à la fin, on va finir, nous, avec le patient s'il arrive au stade d'insuffisance rénale terminale pour le dialyser. Et j'espère que ça ne serait pas le cas dorénavant pour nos patients. J'espère ça. Alors, pour conclure, je vais protéger mon rein, je vais protéger mon cœur en protégeant mon rein. Et en protégeant mon cœur, je vais protéger mon rein. Donc, c'est vice-versa. Protéger le cœur, c'est protéger le rein. Protéger le rein, c'est protéger le cœur. Donc, voilà ces deux systèmes hémodynamiques. Sauf que l'un est vital, l'autre est suppléant, qu'il faut aller vers leur protection. Alors, pour conclure, je vais dire qu'un patient avec une maladie rénale chronique, quel que soit son degré, c'est-à-dire avec une insuffisance rénale ou seulement avec une protéinurie ou une hématurie d'origine rénale, ils sont considérés comme à très haut risque cardiovasculaire, d'autant plus quand ils arrivent au stade 3. Le stade 3, c'est un DFG à partir de 45 ml minute, indépendamment des autres facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, il peut être jeune, il peut être non-fumeur, il peut être maigre, mais s'il a une insuffisance rénale, il est considéré comme à haut risque cardiovasculaire. Je vais insister sur le rôle de l'éducation thérapeutique et n'hésitez pas à collaborer avec nous pour trouver une solution pour cette éducation thérapeutique. Non pas pour prendre les médicaments, mais pour expliquer les pathologies qu'a le patient en leur montrant des choses qui sont concrètes. Maîtriser les facteurs de risque cardiovasculaire. Oui, il faut les connaître, il faut les scorer, il faut expliquer et maîtriser en agissant sur les facteurs de risque cardiovasculaire que sont la thérapeutique et la microalbuminurie. Un patient qui n'est pas diabétique et qui présente une microalbuminurie, ça veut dire que ses vaisseaux sont atteints. La microalbuminurie, c'est un signe qui montre que les vaisseaux atteints et qui sont dépistés par le rein. Quand j'ai une microalbuminurie, je vais dire une maladie rénale chronique. Mais quand il n'y a pas de diabète, je vais dire quoi? C'est dans le cadre d'une dysfonction endothéliale, c'est dans le cadre d'une vasculopathie. Protéger ses reins, c'est aussi maintenir son cœur et ses vaisseaux en bonne santé. Enfin, le retentissement, je vais parler quand même en tant que néphrologue, le retentissement de la progression de la maladie rénale, c'est d'abord, il faut, pour notre patient, contrôler sa glycémie, son diabète, optimiser sa pression artérielle, ça veut dire atteindre les cibles si on peut, et favoriser surtout les inhibiteurs du système rénin-angiotensine. Et je peux vous assurer que chaque patient, c'est un cas particulier
Et c'est pour ça que je ne peux pas dire que globalement, il faut donner ceci ou cela. Il faut individualiser la thérapeutique en fonction des patients et globaliser la prise en charge. C'est-à-dire chaque patient, il a un traitement, mais je le prends en globalité avec des médicaments qui vont cibler différents organes. Et chaque patient, c'est un cas particulier parce que pas tous les patients ne sont obèses, pas tous les patients ne sont diabétiques, pas tous les patients ne sont hypertendus, mais ils ont une maladie rénale. Donc chaque patient, il a un menu de son traitement qu'il faut donc donner à chacun. Et je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions pour vous répondre. Je vous remercie. Alors, merci bien, Madame Boulanger, pour votre présentation claire, circonscrite et pertinente. On passe maintenant aux questions. Alors, j'ai devant moi 15 questions. Il y a M. Abdelali Khalouk qui nous demande, alors, un jeune patient âgé de 34 ans, antécédent de néphrectomie, le seul rein restant siège d'un calcul d'oxalate de calcium, plus insuffisance rénale légère et HTA. S'il vous plaît, quelle est votre conduite à tenir? Alors, merci, M. Abdelali, pour cette question. Donc, c'est le pain quotidien. Donc, déjà, je peux dire que c'est un patient qui a une maladie rénale chronique rien qu'avec un seul rein, même s'il ne présente pas de calcul. Un malade qui a un seul rein, c'est un patient qui est considéré comme porteur d'une maladie rénale chronique parce que c'est un seul rein qui va faire l'affaire, il est en hyperfiltration, donc il a beaucoup de problèmes. En plus, il a une maladie lithiasique. Il a un calcul. Ça veut dire, sur le rein restant, le rein, la filtration glomérulaire, elle est dérangée par un obstacle que le calcul. Et en plus de ça, il a une insuffisance rénale légère, il a une HTA. Donc, quelle est la conduite à tenir? C'est individualiser la prise en charge thérapeutique, mais globaliser. Il faut traiter son hypertension artérielle. Il faut d'abord traiter son calcul, voir avec les urologues. Est-ce qu'il faut faire une lithotomie? Parce que pourquoi? Parce que ce calcul, c'est un terrain de facteur de risque rénal, parce qu'il va favoriser l'infection, il peut migrer et entraîner une obstruction et entraîner une rétention aiguë d'urine. Donc, il faut traiter ce calcul d'abord avec les urologues, voir comment il faut faire. Est-ce que c'est une LEC? Est-ce que c'est une néphrolithotomie? Je ne peux rien vous dire. Maintenant, l'insuffisance rénale légère, elle est là. Et l'HTA, elle est là. Donc, il faut savoir traiter l'hypertension artérielle avec un traitement qui permet de protéger le rein. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez, mais on peut aller aux IEC. Je peux aller donner un IEC à ce patient qui n'est pas contre-indiqué, mais quand je vais le donner, je vais contrôler ma tension artérielle et je vais contrôler ma créatinine après une semaine de traitement de l'hypertension artérielle. Et c'est un patient qui nécessite un suivi je dirais, tous les 3 mois, sinon tous les 4 mois, si tout se passe bien. Il ne faut pas le lâcher dans la nature, ce patient, du tout. En tout cas, il relève de toi. Il a une insuffisance rénale légère. Il n'est pas encore entre les mains de néphrologue. Il est jeune, il est jeune. Il faut savoir pourquoi il fait des calculs d'abord d'oxalate de calcium. Est-ce qu'il n'a pas d'hyperpara? Est-ce qu'il n'a pas un problème qui lui entraîne une hypercalcémie? Il faut revenir vraiment en arrière pour ce patient. Quand même, il a perdu un rein à cause certainement à cause d'une lithiase. Hein. Pourquoi il a été néphrectomisé? Je ne sais pas est-ce que j'ai pu répondre. Il peut toujours continuer à poser ses questions pour aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai pu traiter ce que je peux. Il est jeune, il a été néphrectomisé. Pourquoi? D'abord, si c'est pour le calcul, il doit voir pourquoi ce patient a des lithiases. Il faut faire une exploration de ces lithiases. Après, pour l'insuffisance rénale aiguë et l'HTA, il faut traiter l'HTA avec un traitement qui va nous permettre la néphroprotection, que sont les bloqueurs du système rénine, tout en surveillant notre patient. Le patient, il lui faut un suivi régulier. Donc, une autre question. Pardon, madame. Donc, une autre question, c'est dans l'interprétation de la bandette urinaire, y a-t-il un temps déterminé pour interpréter la coloration des paramètres ou un temps à ne pas dépasser? Oui, effectivement, selon la bandette urinaire, en tout cas, tout est prescrit. Il y a des bandettes urinaires qui vont donc, il y a d'abord des bandettes urinaires qui testent que le glucose, par exemple, que la glucosurie. Mais les meilleures bandettes urinaires, n'hésitez pas à prendre celles qui ont les 11 paramètres, parce qu'on a tout. On a même l'infection urinaire qui est reflétée par les nitrites. Alors, la bandette urinaire,
ils vont vous montrer le temps de lecture, c'est-à-dire pour la protéinurie, il faut attendre 30 secondes, lire. Pour l'hématurie, c'est juste tremper et voir. Donc, chaque bandelette, là, il nous montre le temps de lecture pour chaque paramètre. Donc, la troisième question, quelle formule doit-on utiliser? Donc, CPK. Et c'est pour La MDRD ou CPK-EPI, est-ce que chaque formule doit être utilisée pour un âge particulier? Merci. Alors, déjà, je vais vous répondre. Par rapport utiliser une formule, pourquoi d'abord? C'est pour évaluer le débit de filtration glomérulaire, parce que la créatinine n'a pas d'importance en l'interprétant seule, parce que ça diffère selon le sexe, selon l'âge, selon beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on estime le débit de filtration glomérulaire par donc soit le MDRD, soit le CK-EPI. Alors, le CK-EPI, il n'est utilisé que lorsque la créatinine a été dosée par une méthode enzymatique. Donc, ce n'est pas le standard. L'enzymatique, ce n'est pas tous les laboratoires qui vont doser la créatinine par la méthode enzymatique. C'est généralement par la méthode de Jaffe. Maintenant, le MDRD, c'est le plus utilisé. On peut utiliser même le Cochrane, n'importe quel moyen d'estimer le débit de filtration glomérulaire, parce que c'est une évolution dans le temps. Il faut juste évaluer par la même méthode. Mais déjà, je peux vous répondre, c'est CK-EPI pour le dosage enzymatique de la créatinine, le MDRD pour n'importe quel dosage enzymatique ou Jaffe. Et donc, c'est en fonction de l'âge. Il n'y a pas d'âge particulier pour ça. Il n'y a pas d'âge particulier pour ça. Ça, c'est très spécialisé, c'est pour autre chose. Mais c'est un moyen d'évaluation de la fonction rénale dans le temps. Donc, pour l'évaluer dans le temps, il faut le même outil. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous retenu le diagnostic de maladie rénale chronique chez le patient sans durée de 3 mois? C'est une question pour le cas clinique qu'on avait présenté. Pourquoi j'ai retenu le diagnostic d'une maladie rénale chronique chez le patient sans durée de 3 mois? Alors, parce qu'il n'avait pas fait son bilan auparavant. Et pourquoi je l'ai retenu? Parce que déjà, c'est un patient qui a tous les facteurs de risque. Il avait une créatinine qui était normale d'abord, mais j'ai retenu la maladie rénale chronique parce qu'il a une microalbuminurie qui était confirmée. J'ai dit à 2 reprises. Donc, rien qu'avec on ne fait pas une microalbuminurie comme ça. Microalbuminurie, ça témoigne d'une maladie rénale chronique, bien sûr, en absence des faux positifs que sont les menstruations chez les femmes, l'infection, la fièvre, l'activité physique. Mais chez ce patient, je n'ai pas retenu la maladie rénale chronique sur l'insuffisance rénale, mais sur la microalbuminurie. Sur les différentes pathologies qu'il a. Il a un diabète qui date depuis 6 ans. Le diagnostic. Mais je peux vous dire que son diabète date de plus. Il est hypertendu, il est mal équilibré. Donc, il est âgé, il est tabagique. Donc, j'avais tous les facteurs. En plus, la première consultation, il est venu pas pour son rein, rappelez-vous, il est venu pour sa gonalgie. Et le médecin, quand même, il lui a demandé un bilan d'extension de ses pathologies de base. Donc, j'ai bien précisé qu'on retient une maladie rénale chronique quand c'est au-delà de 3 mois, mais généralement, les patients, pas tous les patients, ils ont un bilan, ils n'ont pas de check-up, ils n'ont pas de créatinine antérieure, sauf s'ils ont vu un médecin. Maintenant, si le patient avait une créatinine auparavant ou une protéinurie qui était là, je vais dire que c'est bon. Mais maintenant, il a une microalbuminurie. Je n'ai pas besoin de 3 mois. Et il n'y a pas d'autres facteurs qui vont donner mon microalbuminurie. Je ne sais pas ce que j'ai répondu ou pas. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'on peut prescrire les corticoïdes petites doses pour insuffisance rénale chronique avec polyarthrite rhumatoïde? Oui, pas de contre-indication. L'insuffisance rénale chronique n'est pas une contre-indication aux corticoïdes, du tout. C'est une contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais les corticoïdes, le traitement éthiopathogénique de la majorité de certaines maladies rénales chroniques avec insuffisance rénale. D'accord. Alors là, je n'ai pas compris, associé au le risque d'élévation du taux d'acide urique.
Néfaste pour le rein. Alors, vous savez que déjà l'insuffisance. Allez, je vais vous répondre sur ça parce que bon, il y a beaucoup de problèmes sur cet acide urique. D'abord, on ne traite pas l'hyperuricémie si elle est asymptomatique. C'est une règle. Parce que le traitement de l'hyperuricémie peut être fatal. Le zylorique peut donner des réactions allergiques fatales. Et on ne traite pas des chiffres. L'acide urique, jusque-là, n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire ni rénal. Mais le LDL, on va traiter un chiffre de LDL systématiquement avec statine, qu'il ait ou pas d'événement clinique. Là, l'hyperuricémie, quel que soit son taux, je ne la traite pas. D'accord? Maintenant, je peux vous dire que l'insuffisance rénale, elle est responsable d'une hyperuricémie. Alors, vous allez me dire, et je vais donner des diurétiques. Oui, quand le patient il est en surcharge ou là, il est en hypertension réfractaire aux médicaments, je vais donner des diurétiques. Ça va de soi que je vais avoir une hyperuricémie parce que parmi les effets des diurétiques, c'est l'augmentation d'acide urique. Mais pour gagner quoi? Pour gagner sur un facteur de risque mortel qui est l'HTA. Je vais donner les diurétiques pour gagner sur l'hypervolémie qui peut donner des OAP et faire mourir le patient. C'est quoi un acide urique quand il est élevé? Le risque, c'est de donner une goutte. Si le patient fait une goutte, elle est symptomatique. Je serai en mesure à ce moment-là de prendre mes précautions, d'arrêter ou de rajouter autre chose. Mais ce n'est pas une contre-indication et ce n'est pas néfaste pour le rein, l'augmentation de l'hyperuricémie. C'est une complication du rein, d'insuffisance rénale. Donc, oui. Alors, est-ce que la microalbuminémie n'est pas réversible dans 60% spontanément? Elle va être réversible spontanément si elle est faussement positive, c'est-à-dire si j'ai des menstruations, s'il y a un déséquilibre diabétique. Chez les patients diabétiques en déséquilibre, c'est-à-dire avec des hémoglobines glyquées à 10%, ils vont positiver la microalbuminérie. Comment ça? Parce qu'il y a une augmentation de la filtration glomérulaire. Donc, vous savez, l'hyperglycémie augmente la filtration glomérulaire, c'est une hyperfiltration, et donc, je vais augmenter le débit de filtration rénale, en l'occurrence, l'élimination de l'albumine, donc ça peut. Mais une fois que le diabète est équilibré, tout rentre dans l'ordre. Donc, elle n'est pas réversible spontanément. Je dois agir sur quelque chose, soit sur l'équilibre diabétique, soit sur l'hypertension artérielle. Mais quand j'ai une maladie rénale diabétique, c'est-à-dire que le rein il est atteint, généralement, elle peut régresser. Elle peut régresser, c'est-à-dire je vais diminuer son taux. Mais pas spontanément, avec des médicaments. Pas spontanément. Donc, comment gérer une hyperparathyroïdie avec une hypercalcémie chez une patiente âgée de plus de 70 ans avec une insuffisance rénale stade 4 et diabète type 2 et HTA, avec un DFG de 24 ml par minute? Alors, c'est une insuffisance rénale stade 4 d'abord. Elle a une hyperparathyroïdie avec hypercalcémie, un stade 4. Je dois savoir est-ce qu'elle est primaire ou secondaire, cette hyperparathyroïdie. Est-ce que c'est une hyperparathyroïdie primaire, secondaire à un nodule parathyroïdien ou elle est secondaire à une hyperplasie parathyroïdienne dans le cadre d'insuffisance rénale? Il faut des explorations maintenant et peut-être on va avoir recours à un traitement chirurgical, peut-être une parathyroïdectomie subtotale, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce n'est pas une urgence. L'hypercalcémie, certes, il faut savoir la traiter, mais l'hyperpara n'est pas une urgence. Donc, c'est une patiente qu'il faut staffer et discuter et demander des bilans radiologiques pour dire est-ce qu'il faut faire un traitement chirurgical ou là un traitement médical. Et ça dépend du niveau de l'hyperpara aussi. On est dans les facteurs de risque cardiovasculaire, s'il vous plaît. C'est néphrologique. Quelle dose de vitamine on peut préconiser pour les patients en IRC, stade avancé? Alors, on a un protocole du service de néphrologie. C'est d'abord, il faut doser la vitamine D avant de donner n'importe quel protocole pour savoir où il est le patient. Est-ce qu'il est dans la carence sévère ou dans la carence modérée? Et du coup, donc, on commence généralement en fonction du taux par, s'il a une carence sévère, on va commencer par 100 000 unités par semaine
pendant 3 semaines, puis on passe à 25 000 unités par semaine et on cible, pour l'insuffisance rénale chronique avancée, on cible des taux de vitamine D de 40 nanogrammes. Ce n'est pas les 30, c'est les 40. Donc, l'objectif thérapeutique, c'est arriver à 40 pour un patient qui a une insuffisance rénale chronique terminale. Voilà ce qu'on fait. Donc, on donne ça et on observe le patient. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, alors, bonsoir, c'est un patient de 70 ans, tabagique, hypertendu, sous bithérapie, Covra, diabétique, avec un TFG à 24 mm par minute, microalbuminé plus de 1250 mg par 24 heures. Comment faire pour diminuer son risque cardiovasculaire? Sans risque cardiovasculaire, sa maladie rénale chronique, hein, il est à un stade avancé. Il doit arrêter le tabac. Il faut voir sa tension artérielle qu'elle est équilibrée sous bithérapie. Donc, bithérapie, là, on a un IEC plus un anticalcique. Est-ce que son diabète est équilibré? Et puis, il faut aller, la microalbuminurie, là, pour un patient qui est déjà au stade d'insuffisance rénale, donc, elle est importante. Donc, il faut savoir optimiser d'abord les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Pourquoi? Ce n'est pas pour l'HTA, mais surtout pour diminuer le taux d'albuminurie. Puisque plus l'albuminurie augmente, pour nous, les néphrologues, plus le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique et la fibrose rénale augmente. Donc, on doit diminuer le débit d'albumine au niveau urinaire par les bloqueurs du système du rénine-angiotensine, donc optimiser. Il est sous 5 de périndoprie, il faut augmenter à 10. En même temps, voir, comme j'ai dit, il faut arrêter le tabac, il faut être dans la tension artérielle cible, il faut équilibrer le diabète et lutter contre l'albuminurie en optimisant les bloqueurs du système rénien. Donc l'IEC, dans ce cas-là, il faut l'augmenter. Et bien sûr, la statine, elle est de mise là. Et il faut une cartographie cardiovasculaire, il faut un examen cardiovasculaire, il faut faire le bilan d'extension, l'anémie, les complications phosphocalciques. Donc, à 24, il faut avoir la prise en charge d'un néphrologue avec vous. Il faut avoir la prise en charge d'un néphrologue. On ne peut pas le traiter seul. Alors, une autre question. Quand est-ce qu'on donne un ARA2 pour un diabétique? Il y a quel taux de clairance? Et qu'on doit-on supplémenter systématiquement par la vitamine D, le fer, même si une insuffisance rénale modérée? Alors, je vais rappeler quelque chose de très important. Les bloqueurs du système rénine-angiotensine, comme on l'avait vu, c'est un traitement de première intention chez un patient qui porte une maladie rénale, quelle qu'elle soit, diabétique, hypertension. Quelqu'un qui a une protéinurie et ou une insuffisance rénale, il faut donc donner un bloqueur du système, que ce soit ARA2 ou IEC. Bien que dans les prospectus, vous allez lire que l'IEC ou l'ARA2 est contre-indiqué quand il y a une insuffisance rénale. C'est écrit dans les prospectus des médicaments. Mais c'est un médicament néphroprotecteur. Il n'est pas contre-indiqué, au contraire, il protège, sauf qu'il faut surveiller le patient. S'il aggrave, ça veut dire qu'il a une sténose rénale, ou là qu'il n'a pas supporté, ou là qu'il y a un déséquilibre hémodynamique au niveau rénal, qu'il est déshydraté, quelque chose qu'on doit chercher, nous, les néphrologues. Maintenant, par rapport à ta question, bien sûr, on peut donner un ARA2, il n'y a pas d'adaptation de la clairance, il n'y a pas d'adaptation. On peut donner un ARA2 pour un diabétique. Pourquoi? D'abord, on va le donner pour traiter son hypertension artérielle ou là, pour traiter le taux d'albuminurie. On doit donner un médicament pour quelque chose. Je ne vais pas donner ça systématiquement chez quelqu'un. Un diabétique qui n'est pas hypertendu, qui n'a pas de protéinurie, je ne vais pas lui donner un médicament. Bien que ça, c'est très, très rare. Hein. Un diabétique a toujours des complications. Alors, est-ce qu'on doit supplémenter systématiquement par de la vitamine D? Non, pas systématiquement. Il faut faire toujours on a remarqué que dans la population générale, sans pathologie, le taux de vitamine D, il est bas et on nous dit qu'il faut prendre de la vitamine D. Alors, est-ce que c'est une polémique ou là c'est une réalité? On ne peut rien savoir. On ne peut rien savoir. On est dans un pays qui est très ensoleillé, on est exposé au soleil et malgré tout ça, le taux de vitamine D, chez nous, il est bas. Donc, on n'a pas de réponse directe. Mais n'empêche, puisque c'est un médicament qui a démontré son effet sur plusieurs pathologies, en diabétologie, il est efficace, en cardiovasculaire, il est efficace,
En maladie rénale, quand il y a des complications phosphocalciques, c'est très important. Et quand il y a une insuffisance rénale, il n'y a pas de production de la vitamine D, donc il faut supplémenter le patient. N'hésitez pas à faire des dosages et supplémenter vos patients en vitamine D. Alors, le fer, quand est-ce qu'il faut supplémenter en vitamine D? C'est quand il y a une carence martiale. Je fais le dosage de la ferritique. Si elle est basse, je vais donner du fer à mon patient. Je vais donner du fer, 1, pour optimiser le fer, et 2, pour améliorer le taux d'hémoglobine aussi. Voilà. Si on a une microalbuminurie très élevée, est-ce qu'on doit toujours confirmer par 2 dosages avant de traiter la microalbuminurie? Non, si vous avez une microalbuminurie positive très élevée, qui n'a pas de facteur interférent, c'est-à-dire, je les répète, ceux qui positivent faussement la microalbuminurie, c'est la fièvre, l'infection urinaire, les menstruations chez la femme, le déséquilibre diabétique. Quand j'ai un diabète très mal équilibré, je ne dois pas… Et on ne traite pas une micro, on traite un contexte. On ne traite pas un chiffre, on traite un contexte. C'est un patient, soit qu'il est diabétique, soit qu'il est hypertendu, soit qu'il a une insuffisance rénale. Il a quelque chose qu'on doit traiter. On ne traite pas des chiffres, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'on avait répondu à cette question. Pour calculer de DFG, le MEDRD donne une valeur et le Croft donne une valeur. Toutes les évaluations du DFG par n'importe quelle formule, c'est valable. Sauf qu'il faut utiliser la même formule pour le même patient. Parce que c'est une évolution dans le temps. On dit le même outil d'évaluation. C'est comme la créatinine. La créatinine n'a plus de valeur. Parce que le laboratoire qui a des valeurs cibles. Notre laboratoire qui a d'autres valeurs normales, l'intervalle. C'est des intervalles qui sont très différents. C'est des méthodes de dosage très différents qui ne veulent pas dire la même chose. C'est pour ça qu'on va évaluer le débit de filtration gloméraire, estimer plutôt le débit de filtration gloméraire par une formule X ou Y. Le plus important, c'est l'évaluation dans le temps par le même outil. Alors, rôle des antiagrégants pour la maladie rénale chronique, aucun. Hein. C'est pour le cœur. Et vous avez vu, pas en prévention primaire, selon M. Alami. Dans le rein, les antiagrégants n'ont pas de place. Les antiagrégants, c'est l'aspirine généralement. Quel bilan demander devant une hématurie macroscopique chez un patient jeune sans antécédent particulier pour éliminer une cause rénale? Première chose qu'il faut faire, c'est une échographie vésico-prostatique chez ce patient. C'est urologique jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Donc, actuellement, on demande l'ACR, l'albumine-créatinylation, méthode de référence pour le dépistage de la néphropathie. Pardon, on demande… Je l'ai perdu. Est-ce qu'on demande l'ACR pour le dépistage de la néphropathie? C'est de néphropathie diabétique. Oui, oui. Maintenant, le rapport, il est aussi valable que le dosage des 24 heures. Il faut juste savoir comment le doser. Sur un échantillon du matin, donc c'est sur les premières urines, et on va demander aussi bien le dosage de l'albuminurie que le dosage de la créatinurie. Et c'est un rapport. Donc, il est valable pour le dépistage. Oui, tout à fait. Il est valide. Alors, il y a Madame Najat qui demande est-ce que le zylorique, on peut donner le zylorique en cas d'insuffisance rénale? Bien sûr, on peut le donner. Il faut adapter les doses. Et on le donne pour traiter quelque chose. On ne le donne pas pour l'hyperuricémie. On le donne quand le patient présente une goutte pour le soulager. Et c'est limité dans le temps. Je ne traite jamais une hyperuricémie asymptomatique. Je le dis et je le répète. On traite quand c'est une goutte et on va traiter le patient pendant un temps limité pour le soulager et puis faire les mesures d'hygiène et ce qu'il faut qu'il mange ou qu'il ne mange pas. Et aussi, s'il y a des médicaments qui sont hyperuricémiants, il n'y a pas que les diurétiques qui sont hyperuricémiants, il y a plusieurs médicaments qui sont… La déshydratation, elle peut faire augmenter le taux d'acide urique. Donc, il faut voir tout ça avec le patient. En tout cas, il n'est pas contre-indiqué. D'accord. Donc, que préférez-vous pour un patient diabétique présentant une insuffisance rénale chronique, HTA, l'ARA2 ou les IEC?
Un patient qui est diabétique, Diabétique avec une insuffisance rénale chronique et une HTA. ben, celui dont vous avez l'habitude d'utiliser, hein. Il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence. Un patient diabétique de type 2 qui a une insuffisance rénale pour traiter l'HTA, je peux utiliser l'un ou l'autre. C'est selon ce que vous faites, votre expérience. Vous avez l'habitude d'utiliser les ARA2, vous avez des bonnes réponses sur le plan tension artérielle. Vous utilisez les IEC si vous avez des bonnes réponses. Sauf qu'il faut traiter par l'un des médicaments. Il ne faut pas associer les deux et savoir optimiser les doses d'abord avant de dire que le patient est équilibré ou pas. Donc, à propos du Zyloric, il y a Madame Nagès qui avait demandé pourquoi donnez-vous le Zyloric en cas d'insuffisance rénale sans hyperurécémie? C'était ça sa question. Pourquoi on donne le Zyloric en cas d'insuffisance rénale? Sans hyperurécémie. Nous, les néphrologues, on ne donne pas le Zyloric. Voilà. Je ne sais pas, mais le Zyloric, il est donné en cas d'hyperuricémie avec une goutte, point. Une insuffisance rénale n'est pas l'indication du Zyloric. Hein? Je n'ai pas compris la question. Ça, c'est Zyloric. Oui. Donc, quelle est la méthode la plus fiable? Est-ce que le DFG est mesuré ou calculé? Mesurer? On ne peut pas le mesurer. Il est calculé le DFG, on ne peut pas le mesurer. Mesurer, c'est faire le test d'hyalinuline et tout ça, on ne le mesure pas. Il est toujours calculé le DFG. C'est des calculs, soit le MDRD, soit le CK-EPI, soit le Cockcroft. Toujours calculé le MDRD, le DFG. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Donc, oui. Après, si on a répondu à toutes les questions. Un patient qui avait posé une question sur la polykystose rénale, j'ai vu passer ça. Un patient dialysé depuis 2 ans suite à un lupus chronique non diabétique nous fait après chaque dialyse des hypotensions sévères. Il faut l'évaluer sur le plan cardiovasculaire. Ça, c'est un néphrologue qui parle. Je ne sais pas si c'est un néphrologue. Si c'est un généraliste, c'est vraiment pas, ça relève pas des compétences d'un généraliste. Mais si c'est un néphrologue, il faut revoir tout ce qu'il a le patient sur le plan cardiovasculaire. Est-ce qu'il est bien dialysé? Est-ce qu'il est bien ultrafiltré, etc. Oui. Alors, quel est l'impact des polykystoses rénales sur la fonction rénale et quelle est la modalité de leur prise en charge? Alors, la polykystose rénale, c'est une maladie rénale chronique, même si la fonction rénale est normale et même si il n'existe pas d'excrétion urinaire de l'albumine. J'ai oublié la définition de vous dire une maladie rénale chronique, c'est soit une insuffisance rénale associée ou non à une hématurie protéinurie, mais aussi si on a une anomalie morphologique qui est la polykystose rénale. La polykystose rénale, c'est quoi? C'est une maladie autosomique récessivo-dominante, ça dépend de quel type, et qui engendre des kystes au niveau rénal. Donc, elle peut évoluer à bas bruit jusqu'à la mort, comme elle peut développer une insuffisance rénale. Et c'est une insuffisance rénale qui se développe progressivement. Elle n'est pas brutale, c'est-à-dire qu'elle ne s'aggrave pas rapidement. Et c'est une maladie qu'on va dépister fortuitement. C'est-à-dire c'est à l'occasion d'une échographie pour autre chose qu'on va découvrir des reins polykystiques. Ou là, à l'occasion d'une hématurie aussi macroscopique, un seul épisode, ou là, un dépistage, il est parti faire je ne sais pas quoi, un concours et on va lui dépister les urines par une bandelette urinaire et on va trouver une hématurie. C'est pour ça le patient de quelqu'un qui a posé la question, un patient jeune qui fait une hématurie macroscopique. Il faut commencer par une échographie rénale et prostatique. Donc, quel médicament en cas d'une... Si on fait le diagnostic d'un patient porteur d'une polykystose rénale, il faut savoir faire le dépistage de la famille parce que c'est une maladie donc autosomique génétique, donc héréditaire. Il faut donc dépister la famille. Alors, Donc, quel médicament en cas d'une microalbuminémie?
avec DFG à moins de 60 et des chiffres tensionnels normaux. ما عرفتش فين قريتي هذه la question. شناهي quel médicament? C'est le médicament en cas d'une microalbuminémie positive, DFG à moins de 60 avec des chiffres tensionnels normaux. Alors d'abord, c'est un patient qui a une insuffisance rénale. Un DFG moins de 60, c'est un patient qui a une insuffisance rénale, qui a une microalbuminurie. Il faut voir pourquoi le patient il a une insuffisance rénale. Et à ce moment-là, je vais pas traiter la microalbuminurie. Je vais pas traiter la microalbuminurie. Je dois voir pourquoi mon patient il a une insuffisance rénale. Il doit y avoir quelque chose. Donc, je dois traiter la pathologie de base, pas des chiffres de microalbuminurie. On traite la microalbuminurie chez les diabétiques parce que c'est des diabétiques. Chez les hypertendus, oui, parce que le patient il est hypertendu. Et la microalbuminurie, c'est un dépistage, c'est un test qui nous montre qu'il y a un problème vasculaire. Mais un patient qui a une insuffisance rénale avec une microalbuminurie, qui a une tension artérielle, je vais le traiter? Non. Je vais savoir pourquoi il fait cette insuffisance rénale d'abord. Est-ce qu'elle est chronique? Est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'il y a une maladie que je n'ai pas encore cherchée? Il faut savoir pourquoi. Oui, allez-y. Il y a encore des questions? Non, il y a une question qui se répète. Moi, j'avais compris comment arrêter le Zyloric prescrit sur une valeur élevée sans goutte. Normalement, on donne pas de, on traite pas le chiffre ce que j'ai compris, quelqu'un qui n'a pas de goutte et chez qui on a prescrit, parce que ça se fait. Entre nous, il y a des collègues qui vont voir des acides uriques très élevés et vont donner le Zyloric. Si le patient n'a jamais été symptomatique, il faut arrêter le Zyloric. Du jour au lendemain, ça ne fait pas de mal. Ce n'est pas un malade, c'est pas un traitement qui va entraîner une réaction d'hypersensibilité, non. Une réaction allergique, un médicament qu'on arrête. Ce n'est pas comme la rifampicine qu'on ne doit pas arrêter du jour au lendemain. Alors, est-ce que l'hypotrophie d'un ou des deux reins n'est pas un signe d'une maladie rénale chronique? L'hypotrophie? Hypotrophie rénale? Rénale. Mais qu'est-ce que ça veut dire hypotrophie rénale? C'est des reins diminués de taille. Je n'ai pas compris. Donc, hypotrophie, ça veut dire que c'est des reins diminués de taille à l'échographie. Rappelons que la taille du rein, c'est en fonction de la taille et en fonction de l'âge. Le rein d'un enfant, mais chez d'un adulte. Et le rein d'un grand monsieur ou d'une grande dame, mais chez le rein Mais ça varie en longueur, c'est entre 10 et 12. En largeur, c'est entre 4 et 6. Et en épaisseur, c'est pratiquement 3. Donc, moins de 9, c'est des petits reins. Moins de 9 de longueur et de 5 de largeur, c'est des petits reins. Et si on a des petits reins, certainement, on a un problème rénal. Et il n'y a pas que la taille, il y a la différenciation, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'hypotrophie, il y a est-ce qu'ils sont bien différenciés, est-ce que les cavités sont visibles, beaucoup de choses. Est-ce que le Covid-19 attaque le rein? Oui. Il entraîne des complications ou bien il entraîne des insuffisances rénales aiguës parce que c'est une coagulopathie, c'est une maladie systémique, elle atteint tous les organes. En l'occurrence, le rein peut être atteint de façon immunologique, systématique, ou être une complication d'un sepsis sévère, d'une complication, d'une détresse respiratoire, d'une hypoxie, d'une hypovolémie. Donc, soit directement, soit indirectement, on peut avoir l'atteinte rénale. Et c'est des insuffisances rénales aiguës majoritairement. C'est-à-dire les glomérulopathies, bon, pour l'instant, on n'a pas encore une piste. Encore, il y a des questions? Donc, bonsoir. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, au nom des laboratoires Cooper Pharma, on vous remercie pour votre présence massive. On remercie professeur Ben Ahmad pour sa présentation pertinente et explicite. On remercie également Dr Kmesh Hind pour sa modération excellente. Et donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, le mardi prochain, 13 octobre, pour notre 3e cycle de webinaire et le risque cardiovasculaire vu par l'endocrinologue, à savoir notre éminent professeur Al-Ghagbi Al-Hassan, Inch'Allah.
Voilà, donc je donne le mot de la fin à notre chère présidente MG Maroc, docteur Mchiche Alami, pour clôturer. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci à Dr Kemch pour la modération qui était excellente. Je remercie professeur Ben Ammar pour votre présentation. On a eu beaucoup de retours sur, bien sûr, l'excellence de votre présentation. Et bien sûr, nous remercions les laboratoires Cooper qui sont toujours présents à nos côtés. Et nous donnons rendez-vous pour la troisième phase de ce webinaire avec le professeur Rabi, Inch'Allah, le mardi prochain. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci tout le monde pour cette soirée agréable autour du risque cardiovasculaire et rein et à mardi prochain, Inch'Allah. Merci au laboratoire. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.